Hop, donc il est 11 heures, je pense qu'on va pouvoir commencer. Raphaël, si tu veux, on peut commencer. Le temps de toute façon que tout le monde arrive, on va pouvoir se présenter rapidement et faire une petite introduction. Oui, on donne peut-être quelques secondes à deux, trois personnes de nous rejoindre. Donc, Bien sûr. bonjour, bonjour à tous. Nous sommes heureuses. Sophie, experte Google chez Partout, et moi-même, Raphaël, chargé de la marque sur le marché français chez Sendinblue, de vous compter parmi nous. Donc aujourd'hui, on sera ensemble pour 1 heure. Donc 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses autour voilà, des clés pour communiquer et attirer de nouveaux clients grâce au digital. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions dans l'onglet questions de la fenêtre de conversation. Donc, un petit sommaire de ce webinaire. Dans une première partie, Sophie vous montrera comment apparaître dans le plus de résultats de recherche grâce à Google et également attirer de nouveaux clients. Et dans un second temps, une fois l'acquisition des prospects ou des clients faite, je vous montrerai comment bien communiquer avec eux par le biais des newsletters. Donc, Sophie, je te laisse la parole. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents sur ce webinaire consacré, du coup, pour ma part, aux fondamentaux de la digitalisation de votre entreprise grâce à Google My Business. Donc, comme l'a dit Raphaël, donc je suis Sophie, je suis experte Google chez Partout. Et avant de commencer, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un sondage qui est disponible dans l'onglet sondage. Donc, n'hésitez pas à y répondre. C'est juste pour savoir si vous connaissez Google My Business et si vous l'utilisez. Comme ça, je pourrais essayer de voir un peu pour adapter mon discours. Donc, pendant les 10-15 prochaines minutes, on verra ensemble comment créer votre fiche Google My Business et les bonnes pratiques pour attirer de nouveaux clients en apparaissant dans le plus de résultats de recherche possible et comment bien gérer votre réputation. Et enfin, je vais vous montrer une petite fonctionnalité bonus que vous pouvez utiliser pour communiquer directement avec vos clients grâce à Google. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va à les poser en fait dans l'onglet questions et on y répondra à la fin dans une session de questions-réponses. Alors, je vais voir les résultats du sondage. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir le sondage. Bon, je vais commencer quand même à faire une petite introduction sur Google My Business parce que c'est vrai que parfois, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est Google My Business. Déjà, je suis à peu près sûre que vous avez déjà rencontré une fiche Google en tant qu'utilisateur en cherchant un établissement sur Internet. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est la nouvelle vitrine digitale de votre établissement avec votre photo, votre adresse, votre numéro de téléphone, vos horaires et vos coordonnées. Mais c'est aussi surtout le premier point de contact que vous allez avoir avec les internautes. Donc, vous le voyez par vous-même sur la slide. Quand vous faites une recherche sur Google, par exemple, en cherchant un coiffeur à Limoges, ce sont des fiches Google My Business qui vont apparaître en évidence, que ce soit sur un onglet de mise en avant, comme c'est le cas sur ordinateur, ou bien avant votre site web, comme c'est le cas sur smartphone, comme on peut le voir juste ici. Donc, une fois qu'on fait ça, vous allez peut-être me demander concrètement à quoi ça sert d'être sur Google My Business. Alors, il faut savoir que lorsqu'un internaute va vous chercher sur Internet, Google va mettre en avant votre site, si vous en avez un, mais surtout, il va donner de la visibilité à votre fiche Google. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une fiche Google permet de générer 7 fois plus de trafic qu'un site Internet. Pourquoi? Parce que Google va privilégier les recherches qui n'obligent pas en fait l'internaute à cliquer sur un lien pour trouver une information. Donc, on va plutôt avoir tendance à mettre directement à disposition des informations sur un point de vente, directement sur Google. Et donc, normalement, une fois qu'on a ça, on a déjà une idée globale de ce à quoi peut ressembler une fiche Google My Business et de l'importance que c'est d'avoir une fiche pour votre établissement ou votre point de vente. Donc, ça m'amène à mon premier conseil, donc avoir une fiche Google qui soit complète et qui soit à jour. Donc, pour que vous vous rendiez compte de l'importance d'avoir une fiche Google My Business qui soit complète et qui soit à jour, on va faire un petit jeu ensemble. Entre ces deux coiffeurs, lequel vous donne le plus envie? Je pense qu'il n'y a pas photo. Entre les deux, je préfère me faire coiffer par le barbier plutôt que aller chez Anthony.
Pourquoi? Parce que la fiche d'Anthony, elle a été créée rapidement, elle a un peu été laissée à l'abandon. Et donc, si vous voulez vous faire coiffer par Anthony, très bien, mais du coup, vous n'avez aucune idée de prime abord de ses horaires ou de ce à quoi ressemble son salon, et ça vous donne pas forcément envie de lui confier votre finesse. Et alors qu'à droite, vous avez le barbier qui a une fiche qui est complète et qui est à jour, donc avec des informations qui sont complétées, des horaires qui sont à jour, des mesures sanitaires qui sont complétées également, et ça vous inspire beaucoup plus confiance et ça vous donne plus envie d'aller le voir pour votre future coupe de cheveux. Donc vous l'aurez compris, la première des choses à faire, c'est de compléter votre fiche et de la créer sur Google My Business et de renseigner un maximum d'informations qui pourront être utiles à vos futurs utilisateurs pour vous contacter ou pour venir chez vous. Donc par exemple avec le nom de votre établissement, votre numéro de téléphone, vos horaires, votre adresse et vos photos. Et c'est vraiment très rapide à renseigner. Donc pas d'excuses pour ne pas en avoir une. Donc une fois que votre fiche est créée, vous devez absolument l'optimiser pour apparaître dans les meilleurs résultats de recherche. Donc ça m'amène à mon deuxième conseil, optimiser votre fiche. Donc en fait, on peut voir que en optimisant sa fiche, il faut remplir en fait un maximum de champs sur Google pour que Google puisse avoir une idée encore plus globale de ce que vous faites et pour bien vous faire apparaître dans les résultats de recherche. Donc la première étape dans l'optimisation de votre fiche, c'est de passer par ce qu'on appelle les catégories. Donc c'est vraiment primordial pour être retrouvé sur Google et dit comme ça, c'est peut-être pas forcément clair. Donc en fait, c'est ce qui va décrire votre activité. Donc vous pouvez en ajouter jusqu'à 10 sur votre fiche. Donc une catégorie principale qui va englober en fait de manière générale tous les services que vous proposez et des catégories secondaires qui vont se focaliser sur des services que vous proposez de manière additionnelle. Je vous conseille de toutes les remplir ou d'en remplir au moins 5 pour que vous puissiez apparaître dans un maximum de résultats de recherche. Donc, c'est peut-être pas comme ça, dit comme ça, c'est peut-être pas forcément très, très clair. Donc, on va prendre un exemple tout de suite. On va prendre l'exemple du restaurant Big M, donc à Montreuil. Donc, vous voyez qu'il peut apparaître en le cherchant de deux manières différentes. Donc, sa catégorie principale, c'est restaurant puisqu'il fait de la restauration. Mais on peut aussi le retrouver en tapant restaurant burger à Montreuil ou restauration rapide à Montreuil. Donc, quelle que soit la manière dont l'internaute va formuler sa recherche, il va apparaître dans les résultats. Donc, si vous êtes par exemple une brasserie, vous pouvez par exemple renseigner restaurant comme catégorie principale et ensuite renseigner café, bar, restaurant français, etc. Donc, pour renseigner ces catégories au mieux, il faut vraiment que vous vous demandiez comment en fait les internautes vous recherchent, quels mots-clés sont susceptibles de taper sur Google pour trouver votre établissement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir renseigner le plus précisément possible toutes vos catégories. Et une fois qu'on a fait ça, vous pouvez renseigner ce qu'on appelle des attributs. Donc, il est essentiel en fait de renseigner les attributs. Donc, ça vous dit peut-être rien au niveau du nom, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de l'attribut Click and Collect, qui était vraiment très utilisé en fait pendant la crise sanitaire. Donc, en fonction de votre catégorie d'activité, Google va vous proposer ce qu'on appelle des attributs pour décrire les services complémentaires que vous proposez, par exemple Click and Collect, livraison disponible, accessible en fauteuil roulant. Et ça vous permet en fait de ressortir dans des requêtes spécifiques, par exemple électricien, devis en ligne ou fleuriste, livraison. Donc, comme les catégories, ça s'ajoute vraiment très facilement sur votre fiche et ça peut aussi vous permettre de passer devant la concurrence sur des requêtes spécifiques. Donc, n'hésitez pas à en rajouter un maximum. Hop. Et pour finir, dans l'optique d'optimiser sa fiche, et toujours dans l'optique de faciliter de la vie de l'internaute, c'est important de renseigner ce qu'on appelle des horaires exceptionnels. Donc, typiquement, dans la situation dans laquelle on vit, avec la crise sanitaire qui change pas mal les horaires des établissements, les couvre-feux, les horaires particuliers en fonction des fêtes ou des jours fériés, c'est vraiment essentiel que l'internaute puisse avoir une idée globale de quand vous êtes ouvert et quand vous êtes fermé. Donc, c'est comme ça que vous pouvez au mieux renseigner et aider en fait les internautes. Donc, c'est en renseignant ce qu'on appelle les horaires exceptionnels. Donc, on a tous déjà été confrontés en fait à la petite mention ces horaires sont susceptibles de changer et c'est en fait ce qui se passe quand vous renseignez pas vos horaires exceptionnels. Donc, en renseignant ce type d'horaire, vous pouvez soit changer temporairement vos horaires en disant par exemple que le 1er novembre vous êtes fermé, soit annoncer que l'établissement est fermé mais que vous proposez des services comme le click and collect ou la livraison, ce qui était quand même très pratique pendant le confinement.
Et c'est vraiment très pratique pour éviter que les internautes se déplacent pour rien ou qu'ils vous passent trop de coups de fil pour savoir si vous êtes ouvert ou fermé. Et ça vous permet du coup, vous, de vous décharger d'une masse de travail supplémentaire. Hop. Donc, une fois que vous avez bien travaillé votre fiche, c'est nécessaire de bien prendre en compte l'aspect humain de votre commerce en travaillant votre relation client et votre e-réputation. Donc, ça m'amène à mon troisième conseil. Soignez votre e-réputation. Alors, ce point-ci, c'est un peu rébarbatif peut-être pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment un point capital puisque les avis, c'est vraiment le nerf de la guerre en ce moment. Il faut savoir que la première chose pour avoir une bonne réputation, c'est de répondre à ces avis. Donc, dans la vraie vie, si quelqu'un vous fait un compliment ou un commentaire, vous allez y répondre. Et ben, sur Google, il faut savoir qu'il faut absolument y répondre systématiquement. Et c'est vraiment pareil que dans la vraie vie. Donc, n'hésitez pas à répondre à tous vos avis. Vous allez être beaucoup plus mis en avant par Google. Et c'est important pour trois raisons principales. Premièrement, ça va renforcer votre relation client puisque chaque personne qui reçoit une réponse à son avis est notifiée par mail. Donc, ça montre en fait à votre client qui vous a laissé un avis que vous avez à cœur de satisfaire votre clientèle et qu'il y a un dialogue possible avec vous. Deuxièmement, c'est hyper important, et ça c'est vraiment le point le plus capital, c'est que lorsque vous répondez à un avis, vous ne faites pas uniquement que répondre à la personne qui vous a laissé cet avis en particulier, mais vous répondez aussi à toutes les personnes qui sont susceptibles de regarder votre fiche et de lire cet avis pour se rendre compte de oui ou non s'ils ont envie d'aller dans votre établissement ou pas. Donc, c'est vraiment très important de soigner ces réponses, surtout dans le cas d'un avis négatif. C'est parfois compliqué de ne pas réagir à chaud. Donc, vraiment, prenez le temps de bien répondre à un avis, surtout dans le cas d'un commentaire négatif. Et enfin, comme je l'ai dit, donc, ça permet aussi d'augmenter votre visibilité, puisque répondre à vos avis, ça envoie un signal très positif à Google, puisque ça montre que vous êtes actif, et plus une fiche dit, et plus elle va être mise en avant par Google. Donc, pourquoi améliorer votre note? Je pense que du coup, la question est très facile à répondre. Donc, il faut savoir que 91% des personnes regardent des avis avant de se rendre en point de vente. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette statistique, mais c'est vraiment énorme. Donc, vraiment, répondez à vos avis un maximum. Et il faut savoir qu'aussi 56% des internautes ne visitent pas des établissements qui ont moins de 4 étoiles. Donc, ça, c'est vraiment rédhibitoire. Et c'est vraiment très, très important de bien travailler votre réputation. Et pour avoir la meilleure réputation possible, c'est important de récolter des avis très régulièrement. Nous, on conseille à nos clients que c'est mieux en fait d'avoir un ou deux avis par jour plutôt que d'avoir que des avis au début de votre activité et quasiment pas après. Google en fait aime la régularité, donc récolter des avis régulièrement, ça vous permet en fait d'avoir une meilleure réputation et de mieux ressortir dans les résultats de recherche. Donc comment faire ça? Donc nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de directement demander en caisse à leurs clients satisfaits de laisser un avis ou même après une prestation, de leur demander un petit avis positif. Au mieux, ils ont un avis. Au pire, le client n'en laisse pas, mais c'est pas très grave. Hop. Et à la fin, et pour finir, en fait, petit point bonus, communiquer directement sur votre fiche Google grâce à ce qu'on appelle des Google Posts. Donc, c'est mon quatrième conseil. C'est une partie un peu bonus, mais c'est d'utiliser la fonctionnalité des Google Posts. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites affiches en fait qui vont apparaître directement sur votre fiche Google, donc avec une image et un texte. Et ça vous permet de bien communiquer sur des actualités locales ou sur des événements. Et c'est très utile en ce moment pour annoncer des offres spéciales, rappeler des restrictions sanitaires si jamais il y a des restrictions qui sont en vigueur dans votre établissement, mettre en avant votre service de réservation ou communiquer sur des événements. Et c'est totalement gratuit. Donc, profitez-en. En plus, Google privilégie les fiches qui utilisent le plus de fonctionnalités différentes. Donc, raison de plus pour faire des Google Posts. Et avant de terminer, je voulais vous présenter un peu ce qu'on fait chez Partout. Donc, très rapidement, chez Partout, on va vous aider à attirer et à fidéliser le plus de clients possible grâce au digital. Comment? Donc, on va avoir trois fonctionnalités. Premièrement, on va diffuser automatiquement toutes vos informations sur un maximum de sites de confiance aux yeux de Google, donc comme Google, Facebook, Waze, Apple Plan, etc., pour améliorer votre visibilité en ligne. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, tout se renseigne directement sur notre interface. Et tout se passe de manière très simple et très intuitive. Et nous, on va pousser en fait toutes les informations que vous avez rentrées dans notre interface directement sur ces sites de confiance pour que ça vous permette de gagner du temps.
Deuxièmement, on va vous permettre de répondre beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement à vos avis en centralisant les avis déposés sur Facebook et sur Google. Et on va aussi vous mettre à disposition des modèles de réponse pour que ce soit plus rapide et plus pratique pour vous d'y répondre. Donc, comme je l'ai dit, en fait, Google aime la régularité et vous, ça vous permet en fait de ne pas forcément passer 3 heures chaque semaine à répondre à vos avis. Hop. Et enfin, on va permettre de récolter le plus d'avis possible, donc en envoyant des SMS à des clients satisfaits pour qu'ils vous laissent des avis. Donc, on va envoyer donc des SMS qui sont lus à 90% du temps, en fait, qui ont des bons taux d'ouverture. Et ça va vous permettre, en fait, de récolter des avis très facilement et très rapidement avec cette fonctionnalité. Donc, voilà pour ma partie. Si vous avez des questions, j'y répondrai en fin de présentation et je vous laisse maintenant écouter Raphaël qui va vous communiquer avec vos clients et les fidéliser grâce à des newsletters impactants. Merci Sophie pour ta présentation. Donc, comme elle vient de le dire, je prends le relais pour vous parler d'emailing et aussi voilà, comment réussir sa newsletter. Donc, aujourd'hui, l'email marketing reste un outil de communication important pour toutes les entreprises, peu importe leur taille. Justement, il en ressort d'une enquête menée par Seed Research et Sendinblue sur environ 4200 consommateurs en France que l'email reste à 30% le moyen de communication le plus apprécié des consommateurs, suivi de Facebook à 13%, Instagram 12% et le SMS 9%. Et 25% d'entre eux affirment en fait que ils aimeraient recevoir du contenu fun et du contenu intéressant à des fréquences régulières. Donc, au-delà, nous avons également de nombreux avantages de l'email marketing. J'en ai répertorié 3 qui sont les meilleurs pour moi, notamment le ROI. Selon un rapport également de Litmus, l'email marketing offre le ROI le plus élevé et le plus mesurable de tous les types de marketing. Le retour sur investissement moyen du marketing par email est de 42 euros pour chaque euro dépensé. Donc, tout simplement, ça veut dire que si vous investissez 1 euro, vous avez un retour de 42 euros. Donc, je vous laisse y réfléchir un petit peu. Et également, avec l'email marketing, vous avez votre base de données qui vous appartient. Tous les contacts que vous allez construire au fil du temps vous appartient et vous êtes totalement indépendant vis-à-vis d'un tiers. Et également, avec l'email marketing, la personnalisation est ultra facile et le ciblage est très précis grâce notamment à la segmentation. Je parlerai un peu plus en détail de la segmentation dans quelques minutes. Donc, il est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir un business en ligne sans avoir recours aux emails, que ce soit de l'email de confirmation de commande à l'email de newsletter qui donne l'actualité de votre entreprise. Donc, je passerai et pour ce faire, il faut vraiment intégrer la newsletter à votre marketing mixte. Donc, il faut avoir une approche très stratégique. Par approche stratégique, je veux dire, il faut se poser des questions pertinentes avant de se lancer dans la phase opérationnelle ou de construction de la newsletter. Il faut se demander d'abord quel est mon objectif, qu'est-ce que j'aimerais véhiculer au travers de ma newsletter. Est-ce que c'est une newsletter pour des offres promotionnelles? Est-ce que c'est pour tenir au courant des actualités de mon entreprise? Et voilà, il faut vraiment définir un objectif précis. Et ensuite, définir la cible. À qui je vais m'adresser? Parce que mieux vous peaufinez votre cible et mieux vous allez élaborer un contenu pertinent pour cette cible. Donc, il est vraiment important d'avoir une approche stratégique quand on pense à la newsletter.
Et après avoir défini votre stratégie, il est important d'avoir une checklist avant chaque envoi de newsletter, notamment les ressources. Est-ce que vous avez pensé aux ressources? Est-ce que vous avez préparé que ce soit des ressources humaines, financières et même une plateforme qui vous aidera dans l'envoi et dans l'envoi dans l'envoi et la création de vos newsletters. Donc, il faut penser aux ressources, également aux bénéfices, aux avantages de votre newsletter. Est-ce que le contenu sera pertinent pour vos destinataires? Euh, Quelle sorte de contenu vous devrez mettre en avant? Est-ce qu'il est d'actualité? Est-ce qu'il est pertinent? Donc, ce sont autant de questions auxquelles vous devrez répondre. Et très important, vous devez créer une atmosphère de confiance entre vos destinataires, vos clients et vous. Donc, ceci passe par, euh, par votre personnalité. Donc, il faut, si vous tenez par exemple un blog, il faut que votre newsletter reflète qui vous êtes, votre blog, ou si vous êtes une entreprise, que ça reflète votre identité, votre culture d'entreprise ou vos produits. Donc, votre newsletter devrait vraiment être un miroir de qui vous êtes. Donc, si votre newsletter remplit ces conditions, et voilà, elles ont toutes les raisons pour être dans la boîte de réception de vos destinataires. Donc, je passe à la première clé pour avoir une bonne newsletter, c'est l'optimisation à l'abonnement de votre newsletter. Donc, il est important quand on a passé la phase de stratégie, de checklist, voilà, d'amener les gens à s'inscrire à votre newsletter. Ce serait dommage que vous fassiez une newsletter et qu'il n'y ait personne pour la lire. Et ça passe notamment par un formulaire d'inscription. Donc, le formulaire d'inscription, il faut qu'il soit bien positionné sur votre page d'accueil. Donc, dans votre site web, il faut trouver un bon positionnement pour votre formulaire d'inscription. Il faut également utiliser une preuve sociale dans ce formulaire. La preuve sociale, en fait, c'est combien de personnes à jour sont inscrites à votre newsletter. Il est très important parce que si je tombe sur un formulaire d'inscription qui me dit 200 000 personnes, 1000 personnes sont inscrites à cette newsletter, ça me donne encore plus envie voilà, de m'y abonner parce que je me dis, il y a un contenu pertinent, peut-être on dit de belles choses, donc je vais voir ce qui s'y passe. Et également, il faut mettre la fréquence d'envoi de vos newsletters. Si vous le faites une fois par mois, une fois par semaine, deux fois par mois ou trimestriellement, il est important vraiment de marquer cet aspect sur vos newsletters et aussi avoir une petite phrase qui propose un contenu pertinent, qui dit par exemple, si vous vous abonnez à cette newsletter, vous deviendrez expert en marketing digital. Donc, il est également voilà, important de mettre cet aspect contenu sur le formulaire d'inscription. Ensuite, il faut respecter les normes de RGPD. C'est très, très, très important aujourd'hui. Il est nécessaire et même obligatoire, je dirais, d'être en règle avec les normes RGPD. Donc, le RGPD s'adresse à toute entreprise ou personne dans le monde qui collecte des données personnelles des citoyens de l'Union européenne. Son objectif, c'est de protéger les droits et les libertés fondamentaux des individus et donner à tout le monde un grand contrôle sur l'utilisation de leurs données et également sensibiliser les entreprises à leurs responsabilités en matière de traitement de données. Donc, dans l'emailing, comment vous pouvez respecter les normes RGPD?
dans toutes vos communications, que ce soit des emails, des newsletters, il doit apparaître des informations cruciales, notamment des informations juridiques, c'est-à-dire le nom de votre société, l'adresse de votre société, la rue, le code postal, la ville, le pays, et également une adresse email de contact. Ensuite, il devrait y avoir un lien vers la politique de confidentialité. La politique de confidentialité, en fait, informe l'utilisateur sur la façon dont vous traitez ces données. Ce lien doit figurer partout sur votre site et ça doit être accessible en un clic. Également, dans vos communications, il doit avoir le motif de communication. Est-ce que ce sont des emails promotionnels? Est-ce que ce sont des newsletters informatifs? Donc, vous devez vraiment mettre le motif de communication. Il est vraiment important de respecter les règles, les normes de RGPD. Il faut être vraiment en conformité. C'est important. Ensuite, la deuxième clé, c'est l'optimisation du taux d'ouverture. Une fois que votre newsletter se retrouve dans les boîtes de réception, comment faire en sorte qu'on clique et qu'on s'intéresse à votre contenu. Le premier aspect, c'est susciter l'intérêt. Il faut susciter l'intérêt. Et ça passe par divers points. L'objet déjà. L'objet de votre newsletter doit être concise, précise, avec beaucoup de punch. Ça doit comporter entre 40 et 60 caractères. Il faut personnaliser votre newsletter, que ce soit avec le nom du produit, que ce soit avec des images intéressantes. Il faut utiliser des verbes actifs et aussi des chiffres et des données. Donc, il faut susciter de l'émotion. N'hésitez pas à avoir une approche avec de l'humour. Si, par exemple, vous êtes en plein promotion dans votre entreprise, vous pouvez dire, bah, vous, est-ce que vous savez qu'il y a 30% de réduction sur XX articles? Donc, n'hésitez pas vraiment à avoir de l'humour et à créer en fait une connexion entre vos destinataires et vous. Le troisième point, c'est la fréquence d'envoi ou le moment où on devrait envoyer les emails. C'est très, 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 très pertinent. Euh, je dirais qu'il faudrait d'abord utiliser Google Analytics parce que Google Analytics vous permet en fait de connaître à quel moment il y a plus de trafic sur votre site. Et par rapport au pic de trafic, vous pouvez déterminer à quel moment envoyer votre contenu. Vous pouvez également passer par l'A/B testing, c'est-à-dire tester différentes heures d'envoi. Donc, une première newsletter, vous l'envoyez à 7 heures, c'est un exemple. La seconde, vous envoyez à 9 heures et vous essayez de voir en fonction de ces horaires quel est l'horaire qui marche le plus et vous pourrez vous adapter en fonction. Il y a également l'utilisation de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes de digital marketing qui offrent en fait des fonctionnalités qui vous permettent d'envoyer votre contenu au bon moment. En fait, cette intelligence artificielle détermine ou analyse le comportement de vos destinataires, le comportement dans leur boîte email quand généralement ils consultent leur mail, quand ils ouvrent leur mail, et en fonction de ce comportement, il enverra la newsletter à, à ce moment précis. Donc, le moment d'envoi sera varié par rapport au comportement de chaque utilisateur. La quatrième clé, qui est très importante pour moi, c'est personnaliser la newsletter. Il faut vraiment que votre newsletter vous ressemble. Et la personnalisation de la newsletter passe par plusieurs étapes, notamment la segmentation.
Donc, vous segmentez vos contacts et par rapport à la segmentation, vous envoyez un contenu individualisé, personnalisé et d'intérêt pour un segment particulier. Vous pouvez segmenter vos contacts par des caractéristiques similaires. Ça pourrait être notamment des attributs de segmentation comme le sexe, l'intérêt, lieu de résidence, la profession, ou bien notre critère de segmentation peut être basé sur les interactions avec les emails, c'est-à-dire les clics, l'ouverture de spécifiques mails. Et l'objectif vraiment de la segmentation, c'est de fournir à vos contacts un contenu pertinent et individualisé. Et ça présente de nombreux avantages, comme notamment ça renforce la relation avec les clients, ça augmente l'interaction des abonnés avec vos emails, ça réduit le taux de désabonnement. Euh, Ensuite, l'automatisation des tâches répétitives. Le pire ennemi d'un marketeur aujourd'hui, ce sont les tâches fastidieuses et répétitives qui empêchent en fait de se concentrer sur une vision d'ensemble et sur la stratégie à long terme. D'où le succès aujourd'hui du marketing automation qui non seulement vous permet d'économiser des heures précieuses, mais permet d'offrir une expérience plus personnalisée à vos clients. Il y a plusieurs scénarios d'automatisation en marketing qui pourraient être, par exemple, l'email d'onboarding pour améliorer votre onboarding. En fait, l'onboarding, c'est le processus de guidage que vous pouvez instaurer pour accompagner vos utilisateurs dans la création de leur compte, par exemple, dans l'exploration des fonctionnalités de votre site et surtout à la découverte de qui vous êtes et ce que vous offrez. Un autre scénario qui est important, qui peut être automatisé, c'est l'abandon de panier. C'est une véritable plaie pour les commerçants aujourd'hui qui sont tous exposés à ce phénomène d'abandon de panier. Et selon une étude menée par LK Conseil, la première cause d'abandon de panier, ce sont en France, ce sont les frais de livraison. Donc, il faut vraiment faire attention à bien calculer vos coûts de livraison et éviter de vous faire des marges sur les frais de livraison parce que c'est quelque chose que vous vendez, c'est un service que vous offrez à vos clients. Et le scénario, dans votre scénario d'automatisation d'abandon de panier, vous pouvez utiliser euh, un langage ouvert, amical, orienté vers votre service et sans reproche. Sans reproche, ne dites pas pourquoi vous avez oublié ou laissé vos articles dans le panier. Donc, il faut vraiment une communication sans reproche. Et dans ce mail, vous pouvez faire la promotion. Vous pouvez par exemple dire l'article X que vous avez oublié dans votre panier est aujourd'hui à une réduction, par exemple, de 70%, ou bien tel ou tel article est en rupture de stock. Donc, ce sont des emails qui peuvent inciter vos visiteurs ou vos potentiels clients à retourner dans leur panier. Un deuxième scénario d'automatisation, c'est l'email de bienvenue. C'est l'email qu'on reçoit directement après une inscription. Pour moi, l'envoi de l'email de bienvenue reste très, très, très important et c'est la meilleure façon d'établir dès le départ une bonne relation avec vos utilisateurs, vos lecteurs et vos clients. Et pour moi, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc, on n'en a peut-être pas conscience, mais il s'agit de votre premier email et c'est le plus important car voilà, c'est le moment où le lecteur est le plus réceptif à vos communications.
Donc, comme sujet d'email de bienvenue, ça pourrait être merci de vous être inscrit à ma newsletter. Vous pouvez intégrer une offre dans cet email de bienvenue. Vous pouvez proposer des promotions, des réductions. Vous pouvez également, dans l'email de bienvenue, proposer un exemple de newsletter. Et vraiment, il faut donner une dimension humaine à votre entreprise. Et ensuite, voilà. Et le sixième et le dernier point, c'est voilà, créer vraiment une newsletter attrayante, personnalisée, avec des images, beaucoup de couleurs qui, je le dis depuis le départ, qui vous représentent ou qui représentent votre entreprise et votre identité. Sophie, tu peux passer à la slide suivante du coup. Donc, dans le design de votre newsletter, euh, au niveau de la ligne de flottaison, vous pouvez mettre votre logo ou des images d'en-tête attractives. Ensuite, en call to action, en fait, le call to action, c'est le petit bouton en fait qui appelle à une action. Ça peut être un bouton comme inscrivez-vous, acheter ici. Voilà, donc c'est en fait un bouton sur lequel on clique et qui appelle à l'action. Donc ce bouton doit être bien positionné dans votre newsletter. Ça doit avoir une belle couleur et le texte doit être précis et concis. Et également utiliser des textes clairs, facilement lisibles et des images non pixelisées. Et si vous voulez mettre du texte sur vos images, il faut que ce soit subtil et discret. Il faut aussi penser au mode de votre newsletter. On a généralement le mode sombre ou le mode clair. Moi, j'ai une préférence pour le mode sombre parce que voilà, ça permet en fait de lire et d'appréhender plus facilement le contenu qu'on lit. Donc, slide suivante, Sophie, désolée. Pas de souci. S'il y a des enseignements à retenir sur l'emailing ou la newsletter, c'est vraiment être centré sur le client. C'est de penser à vos clients, penser à vos lecteurs quand vous voulez établir vos newsletters. Vous serez sûr de faire quelque chose qui plaira à vos destinataires. Aussi, automatiser toutes les tâches qu'on peut automatiser, faites-le. Il y aura un gain de temps énorme et vous pourrez comme ça vous concentrer sur autre chose et utiliser l'intelligence artificielle qui vous permet d'envoyer vos emails, vos newsletters au bon moment. Et je terminerai avec la slide suivante avec une petite présentation de Sendinblue. Donc en fait, Sendinblue, c'est une plateforme de marketing digital all-in-one qui permet à tout le monde de créer des campagnes marketing. On a des outils d'email, on a des outils d'automation qui permet voilà, d'automatiser le parcours, comme je disais tout à l'heure, de l'email de bienvenue à l'email de relance, à l'email promotionnel. On a également un Facebook chat, un CRM et voilà. Donc, c'est tout pour moi. Donc, merci. Je pense que les questions et réponses sont ouvertes. Je te laisse. Moi, une question de Marilyn qui dit comment s'assurer ou faire en sorte que nos newsletters n'arrivent pas dans les spams? Pour que vos newsletters n'arrivent pas dans les spams, il faut les personnaliser. Déjà, il faut veiller à ce que les personnes à qui vous envoyez vos newsletters fassent partie de vos contacts et aient signé le consentement pour recevoir des emails ou des newsletters de vous. Et personnaliser. La personnalisation, en fait, d'une newsletter fait en sorte que la newsletter ne tombe pas dans les spams. Ça passe au travers voilà, d'utilisation de noms, de prénoms. Et aussi, il y a des algorithmes qui font en sorte que votre,
votre email se trouve dans la boîte de réception principale et non dans les spams. Marilyn, je prendrai votre mail et je vous enverrai beaucoup plus de détails sur la question. Ok. Alors, une question d'Emmanuel. Aucune catégorie définie par Google ne correspond vraiment à notre activité. Auriez-vous une astuce pour contourner ce problème? Alors, en fait, ce serait bien juste de nous donner en fait ce que vous faites dans la vie au niveau de votre catégorie d'activité. Enfin, en gros, que votre activité, pour qu'on puisse voir ensemble quelle catégorie on pourrait mettre. Après, je connais pas toutes les catégories par cœur, donc on va certainement devoir demander en interne à notre équipe support de vous aider sur cette question-là, mais n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous mettre directement dans le chat votre catégorie d'activité. Ça peut vraiment être utile. Alors, je regarde. Euh, Tac. Donc, je vois que vous n'avez pas encore eu le temps de répondre, mais c'est pas très grave. N'hésitez pas à nous envoyer un mail avec où on répondra directement en fait à votre message directement, vu qu'on a déjà votre adresse mail. Une question pour toi, Raphaël. Avez-vous une balise pour le message déjà XXX personnes inscrites via Sendinblue sur Sendinblue? Diantana Malo, je ne comprends pas la question. Est-ce que la personne pourrait me donner un peu plus de détails? Alors, il me semble que c'était sur les formulaires de contact. Avez-vous une balise pour le message? Désolée, je suis désolée, je ne comprends pas bien la question. Sophie, sur le formulaire d'inscription, à quel niveau, s'il te plaît? Euh, Au niveau à un moment, tu as dit que au niveau du formulaire d'inscription, que c'était bien en fait de mettre le nombre de personnes inscrites déjà à la newsletter. Et je pense que la question de Gentiana, du coup, c'est de savoir si il n'y a pas une manière d'automatiser ce process ou si à chaque fois tu dois remettre en fait le nombre de personnes à Ah, la main. ah non, on a, J'ai bien compris la question. ah oui, oui, oui. Si c'est ça la question, oui, bien sûr, chez Sendinblue, il y a en fait une fonctionnalité d'automatisation qui met à jour le nombre d'inscrits à votre email, à votre newsletter. Donc, qui met à jour ce processus. Donc, pas besoin de le faire à la mano à chaque fois. Donc, on a cette fonctionnalité chez Sendinblue. Voilà, c'était ça la question. Oui, merci. Donc j'espère que du coup ça vous a aidé, Gentiana. Euh, Alors, il y a Catherine qui demande, est-on réglementaire en envoyant des demandes d'adhésion à la newsletter aux emails récupérés en privé? Euh, Si, en fait, vous devez, avant d'envoyer la newsletter, vous devez demander le consentement de la personne. C'est vraiment important. Même en privé, si vous avez reçu l'email en privé, veuillez d'abord, avant d'envoyer la newsletter, demander que la personne signe le consentement. Bon, signer le consentement, ça se fait de manière digitale. Vous pouvez envoyer un lien voilà, où la personne va dire, bah oui, je consens à recevoir des newsletters ou des emails promotionnels et aussi j'accepte que mes données soient traitées par X ou Y. Donc, il est vraiment important de faire valider ce consentement, même si l'adresse mail a été obtenue en privé. Ok. Aujourd'hui, on est un peu touchy avec tout ce qui est traitement de données, comment on gère nos contacts. Donc, il faut vraiment veiller à respecter un peu toutes les normes de RGPD. Justement, il y a Marilyn qui demande, est-ce que le consentement peut être oral, du coup? Non, le consentement ne peut pas être oral parce il n'est pas tracé. Il n'y a pas des preuves sur un consentement oral. Donc, il faut vraiment, parce que votre communication après, par la suite, ne se fait pas oralement, ça se fait par le biais digital. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une trace de ce consentement-là. Il faut qu'il y ait une trace du consentement. Donc, vous pouvez par la suite envoyer le lien, la personne qui vous a validé son consentement, vous pouvez lui envoyer le lien. Juste, c'est un clic, c'est en deux clics et c'est fait, c'est validé. Merci, Ok, Sophie. alors.
Alors, on a une question de Audrey, du coup, qui demande où se trouve la fonctionnalité dont tu as parlé tout à l'heure au niveau du comptage du nombre de personnes qui étaient sur le formulaire de newsletter. Aurélie, je me rapproche des équipes produits et je vous envoie la fonctionnalité par email. Je ne sais pas si vous pouvez me laisser vos... On a les emails directement, donc on pourra Aurélie, vous envoyer un message directement. oui, je vous enverrai un message directement avec cette fonctionnalité. Alors, Roxane demande si les règles RGPD sont les mêmes en B2B, en B2C et en B2C, ou s'il y a des différences et si oui, de les rappeler. Je ne lis pas la question, je ne suis pas au même rythme que toi, en fait, Sophie. Ah, pardon. Si tu La question, c'était est-ce qu'on a les mêmes règles en RGPD, qu'on soit en B2B ou en B2C? Non, les normes RGPD ne seront pas les mêmes parce qu'on ne s'adresse pas à la même cible. La réglementation qui est régie par une communication d'entreprise en entreprise n'est pas la même que d'une entreprise à un consommateur final. Et aussi, les données qu'on récupère d'une entreprise, ce ne sont pas les mêmes données qu'on récupère d'un client final. Donc, la réglementation n'est pas la même. Après, les textes de réglementation, je ne les connais pas bien parce que je ne suis pas juriste, mais il y a déjà des textes bien prédéfinis sur, voilà, sur les réglementations B2C et les réglementations B2B. Ok, très clair. Alors, il y a Charlie qui demande une part importante de newsletters que j'envoie finit en spam pour les adresses mail Yahoo. Leurs règles sont-elles plus strictes que les autres FAI? Euh, En termes de domaine, honnêtement, je ne saurais vous dire si Yahoo est plus strict que Gmail ou qu'un autre opérateur. Après, je ne pense pas que ça dépend de l'opérateur, mais beaucoup plus d'autres fonctionnalités, je dirais. C'est pas, ouais, honnêtement, je ne sais pas. Je peux me renseigner sur cette question et puis je reviendrai vers vous. Ok. Ophélie qui demande qu'implique un partenariat entre Flamingo et Partout. Y a-t-il une possibilité de mener des actions liées entre nos deux logiciels? Alors pour l'instant, on a juste vu qu'il y avait une synergie au niveau de certains sujets entre Partout et Flamingo. Donc pour l'instant, c'est surtout sur de l'aspect marketing et contenu. Donc c'est pour ça qu'on vous propose un webinaire en commun. C'est parce qu'on a vu qu'il y avait une synergie entre le fait d'attirer des clients sur Google et le fait de les fidéliser grâce à la newsletter. Mais pour l'instant, il n'y a pas forcément de synergie entre nos deux logiciels. Après, à voir dans le futur. Mais pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Alors, pour la personne qui avait des problèmes au niveau de la catégorie, je vois que Patrice a pu y répondre. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Alors, je vais voir au niveau des réponses qui ont déjà été données par Patrice s'il y a besoin d'un complément de réponse. Alors, il me semble impossible d'effacer une fiche Google My Business quand votre activité est terminée. Alors, il faut savoir qu'en fait, Google va fonctionner sur des signalements. Donc, si vous voyez que l'activité est fermée, pardon. Si vous voyez que l'établissement est fermé et que l'activité n'est plus du tout à jour, du coup, vous pouvez signaler l'établissement en tant que définitivement fermé et normalement, la fiche disparaîtra petit à petit. Donc les catégories, non, on peut pas les écrire soi-même. Il y a des catégories qui sont déjà prédéfinies en fait chez Google, donc pas possible d'écrire ses propres catégories. Tac, tac, tac. Et oui, si Marilyn demandait à la création d'un deuxième compte Google My Business, celui-ci n'a peut-être peu de visibilité, comment l'améliorer. Donc je vois que Patrice a commencé à y répondre. En fait, ça va dépendre aussi du fait, est-ce que c'est le même établissement ou si c'est un établissement qui est sur une adresse différente. Dans ce cas-ci, ce sera juste une question d'optimisation en fait. Si vous l'avez créé il y a très peu de temps, il faut savoir que en fait, Google va mettre beaucoup de temps. Ça met environ 3 mois à avoir des premiers résultats sur une fiche Google, donc c'est pour ça que c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire.
Donc, n'hésitez pas à continuer à augmenter en fait la visibilité de votre établissement en publiant des photos, en mettant à jour très régulièrement vos informations et en travaillant votre réputation et en répondant à vos avis. Mais ça va payer, mais c'est vrai que le travail de référencement au niveau local peut prendre un petit peu de temps. Au niveau des questions. Regardez également. Alors, il y a une question de Carole qui demande si Sendinblue a des fonctionnalités gratuites. Est-ce que l'automation en fait partie? Oui, on a des fonctionnalités gratuites, mais aujourd'hui, l'automatisation ne fait pas partie de nos fonctionnalités gratuites. Comment peut-on savoir ce que notre audience souhaite recevoir comme contenu en termes de newsletter? Une question de Sabrina. Il y a dans le mail de bienvenue, en fait, comme je l'ai dit, vous pouvez mettre beaucoup de petites questions, notamment à part récolter de la data, vous pouvez demander également quel type de contenu souhaitez-vous recevoir. Vous mettez plusieurs cases à cocher. Ça peut être du contenu promotionnel, du contenu informatif. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'email de bienvenue est très important parce que vous pouvez inclure pas mal d'informations, notamment sur votre entreprise, et aussi demander à vos lecteurs ce qu'ils aimeraient avoir ce qu'ils aimeraient voir dans les newsletters. Donc, vous pouvez poser 2-3 questions. Souhaitez-vous X, souhaitez-vous Y, souhaitez-vous... Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez savoir, en fait, ce que vos lecteurs attendent comme contenu. Alors, je vais répondre rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent si ils vont pouvoir recevoir la présentation à la fin. Donc, oui, on va vous envoyer un mail à la fin de ce webinaire donc avec donc la présentation en format PDF, un lien vers le replay et après des offres exclusives que vous pourrez, auxquelles vous pourrez bénéficier, que ce soit chez Partout ou chez Sendinblue. Alors, Marilyn qui m'a répondu, donc c'est un établissement qui porte le même nom mais qui est différent. Alors là, si c'est le même établissement, mais c'est un établissement qui porte le même nom mais qui n'est pas à la même adresse. C'est juste le temps que votre référencement se fasse. Google va, comme j'ai dit, va mettre un peu de temps entre le moment où vous allez créer votre fiche et le moment où il va bien mettre mettre en avant en fait votre établissement dans les résultats de recherche. Donc c'est juste une histoire de patience, mais continuez vos efforts. Il n'y a pas de raison que Google ne mette pas en avant votre établissement. Super. Alors, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. On a une question d'Anne qui dit: est-ce qu'une newsletter peut être construite automatiquement par Sendinblue au fil des actualités postées sur notre site internet? Je n'ai pas compris, Sophie, désolée, ça bug un peu. Pas de souci. Donc Anne qui nous demande: est-ce qu'une newsletter peut être construite automatiquement par Sendinblue au fil des actualités postées sur notre site internet? En gros, elle veut savoir si elle poste des actualités sur son site, est-ce que Sendinblue va pouvoir faire une petite compilation des actus et les mettre dans une newsletter? Non, la fonctionnalité n'est pas encore automatisée à ce niveau. Il y a besoin que vous fassiez le design, que vous incorporez les éléments que vous aimeriez voir apparaître dans votre newsletter. Donc, il n'y a pas en fait une synchronisation entre les updates et les mises à jour de votre site et la newsletter. Donc, il n'y a pas en fait ce flow entre les deux. Donc, il y a vraiment besoin que vous le faites de manière manuelle, de mettre en fait le contenu que vous aimerez dans votre newsletter. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui sont automatisées, mais pas ce flow-là. D'accord. Je vais vous remettre nos adresses mail en fait dans le chat. Comme ça, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter directement via nos adresses mail respectives. Hop.
ou même sur nos profils LinkedIn, si jamais vous nous trouvez sur LinkedIn. Pas de souci, on est là pour vous répondre et pour vous aider. Hop. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Ah si, Estelle nous demande, est-ce qu'il est prévu une nouvelle version de Sendinblue? Il est prévu une version, je dirais, améliorée de Sendinblue parce que on a récemment fait trois acquisitions de startups qui vont offrir des fonctionnalités très intéressantes pour tous les utilisateurs. Ça va passer par l'analytique. On aura aussi, on va développer, parce qu'on a déjà un chatbot, donc on va développer notre chatbot qui va être plus automatique, plus systématique et qui va interagir avec vos visiteurs par rapport à leur comportement sur votre site web. Donc, oui, Sendinblue va évoluer et ça sera super plus intéressant et ça offrira des fonctionnalités plus pointues. Ok, alors je pense que c'est bon au niveau des questions. Je pense qu'on a répondu à tout le monde. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On vous a laissé nos mails en commentaire dans le chat. Donc n'hésitez pas à nous recontacter. De toute façon, on va recontacter toutes les personnes qui avaient des questions et auxquelles on n'a pas pu répondre ou on vous enverra également du contenu supplémentaire si on n'a pas pu répondre très très précisément à votre question parce que parfois il y avait des questions qui étaient un peu plus complexes que d'autres. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les envoyer par mail. Nous, on recontactera toutes les personnes qui vont poser des questions et on vous souhaite une très bonne journée. S'il n'y a pas d'autres questions d'ici là, je pense pas. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir parmi nous. Et très bonne journée à vous. Je voulais juste te dire un petit mot. On vous enverra également par mail le replay de la présentation et voilà, et des coupons promotionnels chez Sendinblue et chez Partout. Donc, vraiment, voilà. merci à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.